Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle journée scientifique d'Épicentre. Je suis vraiment très honorée de faire ce petit mot d'introduction, surtout parce que c'est quand même une journée scientifique un petit peu particulière, parce que comme vous l'avez remarqué, on va profiter de cette journée pour fêter les 40 ans d'Épicentre. Et puis sans plus tarder, j'invite les modérateurs de la session tuberculose à rejoindre l'estrade. Merci. Bien, merci beaucoup Marilyn. Merci à Marilyn aussi, à l'équipe d'Épicentre d'avoir pensé à nous pour modérer cette première session du matin sur la tuberculose. Il y aura évidemment, comme d'habitude, 3 présentations et puis ensuite un round de questions. Avant ça, peut-être l'occasion des 40 ans, c'est l'occasion de refaire un petit rapide survol et tirer quelques enseignements éventuels de ce qu'on a fait depuis 40 ans sur la tuberculose. Finalement, l'activité sur la tuberculose a commencé par des rapports au milieu des années 90, des rapports d'évaluation de programmes essentiellement, d'Épicentre pour les programmes d'MSF. C'est surtout ça a commencé, je crois même avec la Guinée. Il y en a eu d'autres aussi en Asie du Sud-Est. Et puis, une dimension supplémentaire a été franchie au milieu des années 2000. D'ailleurs, contemporaine, et c'est évidemment pas hasard, alors je sais que corrélation n'est pas causalité, mais quand même, avec l'arrivée de Marilyn, présidente aujourd'hui, dans l'équipe d'Épicentre au milieu des années 2000. Et là, l'activité a pris un certain essor, c'est un peu organisé différemment, c'est un peu, j'allais dire, solidifié aussi sur le plan scientifique. Et une des premières publications, il y en a eu à partir du milieu des années 2000, mais une des premières publications scientifiques marquantes a été celle de l'essai Carinemo, alors qui n'a pas été fait avec les Français, je suis désolé, mais avec les Suisses, au Mozambique, au début des années 90, la publication sur l'efficacité comparée de la névirapine et l'efavirenz chez les patients séropositifs. Alors le VIH a été d'ailleurs un des grands drivers du début, un grand des drivers des travaux sur la tuberculose au début, avec la question des traitements auto-administrés, avec la question de la prévalence de l'incidence de la tuberculose dans les cohortes VIH. Ça a été et ça continue d'être d'ailleurs un sujet important de travail, cette co-infection avec, on l'espère, on le verra, des traductions pratiques opérationnelles de prise en soin sur le terrain. Par la suite, et assez vite même finalement en fait, la question du diagnostic est centrale dans la tuberculose. Vous savez bien, la question du diagnostic a été l'objet de beaucoup de travaux d'études. Ça a commencé, alors c'est des acronymes qui vont rappeler à certaines études, avec le bleach, avec les méthodes colorimétriques, c'est le TLA, Thin Layer Agar, c'est le FastPlaque, qui a été, on peut le dire, un certain échec retentissant, mais parce qu'on a eu des succès, mais pas que. Donc il y a eu ce type de méthode. On pourrait citer aussi, j'ai parlé du TLA, oui pardon, les Small Membrane Filtration aussi, le projet SMF. Tout n'a pas forcément marché, effectivement, tout ne s'est pas traduit, mais jusqu'au LAM, l'une des méthodes qu'on a aujourd'hui, qui est un peu plus intéressante. À côté de ça, il y a assez rapidement l'engagement, et je parlais de Carinemo, l'engagement dans la recherche clinique, dans les traitements. Des études sur les traitements, c'était évidemment aussi incontournable. On a cet inconvénient d'avoir des traitements assez longs, un peu lourds quand même. Et l'idée d'augmenter la dose de rifampicine, qui est l'un des médicaments de base du traitement, pour diminuer la durée du traitement, a été une idée dans laquelle Épicentre s'est engagé avec d'autres partenaires, on y reviendra. Il y a aussi eu des traitements empiriques, ça c'était l'étude IRIF, contemporaine aussi de la mise en place d'un laboratoire de haut niveau en Ouganda. Il y a eu aussi d'autres études telles que l'étude Statis sur le traitement empirique de la tuberculose chez les patients séropositifs. Est-ce que finalement c'est intéressant ou pas de faire toute cette série de tests diagnostiques pour arriver au même résultat? Finalement, oui, le test diagnostique est plus intéressant que le traitement empirique. Ce sont des résultats qui aident quand même à la prise en charge. Je pense aussi à le traitement de la méningite tuberculeuse avec l'étude Intense, et puis plus récemment, et on en reparlera, les traitements courts, les traitements de 4 mois.
Mais le traitement, c'est aussi l'arrivée de la bédaquiline, du délamanide pour les formes résistantes de la maladie. Et là, effectivement, on n'a pas loupé le coche, je pense, et assez rapidement fait des études qui ont permis de montrer son efficacité, ou en tout cas d'estimer, de décrire les programmes. Et Cathy, d'ailleurs, bien qu'étant MSF, a largement contribué aussi à ces travaux. Ça s'est poursuivi jusqu'à l'essai NTB, et puis pas seulement l'essai, mais aussi, il faut le dire de façon très importante, la question de la safety et de l'effectiveness sur l'ensemble des pays, et l'un des outputs, avec des études aussi importantes dans le cadre de cette étude dans le consortium. Et puis, il y a eu aussi, pour continuer, la question des enfants, de la tuberculose chez les enfants. Pas mal de travaux, mais la gamme des études, l'ensemble des études, sur le projet TB-Speed, avec le renforcement des capacités diagnostiques, avec la réduction de la mortalité comme objectif, a donné lieu à toute une série de travaux, et ça s'est poursuivi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, certains le connaissent bien, l'étude du programme tactique, dont Cathy dira un mot. Voilà, donc on a fait toute cette série de travaux que je ne décris pas en détail, vous pouvez aller voir sur vos sites préférés les résultats et revoir cette littérature, mais il y a évidemment quelques enseignements à en tirer. Bon, le premier, l'un d'eux, c'est que ces travaux, ils ont eu quand même un impact au-delà des MSF. J'ai pas parlé, j'ai oublié de citer, mais il y a la réduction du nombre d'expectorations pour la mise sous traitement, il y a toute la contribution à partir des travaux sur le traitement de la forme résistance, il y a aussi plus récemment le LAM. Il y a eu des effets jusqu'à Genève, jusqu'à l'OMS et dans les arcanes des lieux de décision et de recommandations internationales. Un autre remarque que je ferai, c'est qu'Epicentre s'est intéressé assez tard à la tuberculose, en fait, dans l'histoire. Pas forcément pour des raisons toujours très stratégiques, ce sont aussi des histoires de personnes, mais effectivement, on a eu sur d'autres maladies infectieuses des engagements plus précoces et un peu plus importants. Epicentre, par ailleurs, je crois, la liste des travaux traduit aussi bien, à mon avis, les problématiques posées dès qu'il s'agit de tuberculose. Bon, la question du diagnostic, avec un certain nombre d'études, j'en ai parlé. L'absence évidente d'études sur les vaccins, et pour cause, il n'y en a pas. À part ce vieux BCG, alors les choses peuvent évoluer, on l'espère, mais voilà, la prise en compte aussi des questions de la résistance au traitement de première ligne, ça aussi, ça a été un train qui a été pris en marche. Donc finalement, je crois que nos travaux, les travaux d'Epicentre depuis ces dernières années, reflètent bien quand même la problématique posée par la tuberculose. Et puis, une autre remarque que je ferai, c'est sur la capacité d'adaptation face à d'organisation pratique, de décision interne, d'embauche, de compétences. Je pense notamment aux statisticiens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Mathieu est dans la salle, mais Mathieu était aussi un statisticien important, Mathieu Bastard, pour la tuberculose. Elisabeth Baudin également, et d'autres. Mais je pense que notre capacité interne à renforcer l'équipe, au-delà de l'épidémiologie pure, a été un élément important. On s'est aussi inscrit, évidemment, dans les essais multicentriques. On a été capable de répondre à des appels du pied, puis à des appels financiers, à des appels d'offres, et que ce soit pour les grandes études internationales ou pour des études qui concernaient plus directement l'activité des MSF. On a même été jusqu'à organiser une journée scientifique spéciale sur la tuberculose en Ouganda, ce qui me permet de rendre hommage à nos amis ougandais, qui ne sont pas là, mais qui ont été évidemment absolument décisifs. Nos collègues en Ouganda absolument décisifs dans beaucoup des travaux menés sur la tuberculose. Et évidemment, mettre en exergue ce fameux laboratoire qu'on a et l'investissement qui a été fait. Ce laboratoire et l'investissement qui a été fait, il rappelle au fond ce que Marie-Hélène a dit en introduction. Il rappelle bien le lien indissociable, le lien intangible, comme l'avait défini Marc Gastellu-Etchegori, ce lien intangible entre Epicentre et MSF. Et il se traduit évidemment d'abord par les questions de recherche, l'agenda de recherche. On répond d'abord à des besoins de terrain. Je parlais de réponse à des appels d'offres, mais le tout, et vous le savez bien,
démarre par des questions posées aux équipes soignantes. Je cite aussi l'investissement, je voudrais quand même saluer l'investissement long terme d'MSF sur le sujet, et en particulier sur le laboratoire de Mbarara, laboratoire de BSL-3, à pression négative. C'est quand même un laboratoire de très très bon niveau, capable justement de faire des études, mais aussi d'être un point d'appel pour des partenariats et pour des études de plus haut niveau. Voilà, parce qu'effectivement, on ne travaille pas tout seul, c'est aussi un des points importants, et on est bien relié à MSF, mais on ne travaille pas tout seul, et on a eu de nombreux partenaires durant toute cette saga tuberculose qui continue. Mais au fond, quand même, l'une des dernières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça répond bien aussi aux besoins d'MSF, et qu'est-ce qu'MSF en fait? Et j'ai la chance d'avoir à côté de moi la meilleure personne pour y répondre. Alors, je passe le micro à Cathy Wilson. Cathy, the floor is yours. Thank you, Emmanuel. Merci Emmanuel. Thank you. I remember my first day in the medical department. The first person to call me was Marilyn Bonnet. Je me souviens que la première fois que je suis arrivée au département médical, la première personne qui m'a appelée, c'est Marilyn Bonnet. I don't know why we say MSF Epicentre. Epicentre and MSF, c'est the same thing. Donc Épicentre MSF, MSF Épicentre, c'est un peu la même chose pour moi. Le travail, en fait, a véritablement des répercussions sur le terrain Changing practices pour changer les pratiques localement, pour trouver des outils to our context. qui sont adaptés au contexte. Knowing what we're treating, doing the drug susceptibility survey to Les études resistance in your area. sur les traitements pour voir quels sont les niveaux de résistance. We had no idea what they were treating. On n'avait aucune idée de ce que c'était dans certaines régions d'Afrique. Et on a même convaincu l'OMS que la résistance au traitement à la tuberculose, quelque chose qui a été important, qu'on a porté à l'OMS. Il y a eu toutes les recommandations et les études qu'on va vous montrer aujourd'hui ont eu énormément de répercussions et d'effets sur les politiques nationales, ce qui est le cas de nombre de nos études. Même à l'échelle mondiale, l'un des gros objectifs, c'est d'avoir un impact à l'échelle mondiale et de partager des données de bonne qualité. On en a de nombreux exemples. Mais cela a d'autres effets. Si l'on considère les questions de plaidoyer, d'accès, de faire arriver ces nouvelles molécules sur le marché, les essais cliniques sur les traitements à court terme et en fait ces nouveaux médicaments, ces traitements sont arrivés sur le marché. Maintenant, on en a pour de moins de $500. Et si vous considérez le Tibelam pour les patients qui vivent avec le VIH, ça a des répercussions aussi sur les taux de mortalité. Et sans données, nous n'aurions pas pu convaincre les personnes d'intégrer cela dans les recommandations. Donc, les données de bonne qualité ont au quotidien des effets sur nos projets. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'outils qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour évaluer les radios. Ça a l'air d'être simple, mais comment procéder à l'adaptation et au calibrage de ceci à votre contexte? Et cela nous a beaucoup aidé au niveau local. Quelqu'un m'a dit, on ne peut pas encore avoir la tuberculose au programme d'Épicentre, ça n'est pas fini avec le tuberculose. Eh bien non, ça n'est pas fini. On avance petit à petit, mais c'est lent de parvenir à des solutions thérapeutiques abordables. Et l'un des domaines qui a été le plus difficile pour la tuberculose, c'est la tuberculose pédiatrique sur nos terrains. On a vu des enfants qui étaient diagnostiqués trop tard et qui mouraient de cette maladie. Et ce n'est pas uniquement un problème à l'échelle de MSF. 50% des enfants dans le monde ne sont pas diagnostiqués et 90% d'entre eux vont décéder. Et l'OMS a publié des recommandations sur le diagnostic de la tuberculose avec des algorithmes d'aide prise à la décision sur le plan clinique. Et c'est essentiel parce qu'on n'a pas de bons tests pour la tuberculose pédiatrique. En fait, il y a
très peu de bactéries détectées. Et pour les traitements et la prévention aussi, on travaille. Et je dois dire que toutes les sections d'Émécentre et Épicentre se sont réunies et se sont dit « OK, on va saisir cette occasion et créons le projet tactique Test Avoid to Cure TB in Children » en anglais, pour son abréviation, qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est mettre en application, appliquer ces recommandations. Et cette année, 12 pays, 6 centres opérationnels, 53 projets ont diagnostiqué 5000 enfants atteints de tuberculose. C'est un effort absolument gigantesque avec d'excellents résultats en termes de diagnostic, avec plus de 1000 professionnels de santé qui travaillent au quotidien sur cette TB pédiatrique. Deuxième pilier, c'est le plaidoyer. Ce que vous allez entendre aujourd'hui a déjà eu des répercussions à l'échelle locale, nationale et internationale pour faire changer les politiques nationales de lutte contre la tuberculose grâce à notre expérience. Et puis le troisième pilier qui est très important, c'est la recherche opérationnelle avec 2 grandes études dans le cadre de tactiques et donc on va vous parler aujourd'hui. Et on parle de 1500 enfants. Ce sont des études absolument étonnantes. Quant à leurs résultats, on va maintenant les entendre. Je vais vous présenter le premier orateur. Et je suis ravie de vous présenter le docteur Mohamed Bachir Abdoulali. Il est donc médecin. Il a rejoint MSF en 2019 pour intervenir dans le cadre d'urgence à la rougeole, à Maïdigori, au Nigeria. Et en 2019, il a intégré le projet de nutrition. C'est un expert des enfants avec malnutrition aiguë sévère, atteints de complications, notamment la tuberculose. Et il a été également coordinateur pour la tuberculose lors du lancement de l'étude TB Algopède en 2023. Il a donné plusieurs présentations au niveau mondial et il travaille au Nigeria. C'est un expert du domaine et je crois qu'il a des messages très importants à communiquer sur ce sujet et je lui laisse la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, Catherine. Le dépistage de la tuberculose chez les enfants atteints de malnutrition, c'est une étude observationnelle dans plusieurs pays. Alors, nous savons que cette tuberculose chez l'enfant, elle est difficile à diagnostiquer car les symptômes ne sont pas très spécifiques, à la différence des adultes. Et les tests de laboratoire en général reviennent négatifs parce que la charge bactérienne n'est pas suffisante. Et les crachats sont difficiles à obtenir chez les enfants. Mais ce diagnostic, il est encore plus difficile chez ces enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère car ils présentent une perte pondérale et on sait que c'est un symptôme de la tuberculose et c'est très difficile de faire la distinction entre cette perte de poids due à la tuberculose ou à la malnutrition, surtout quand on est face à beaucoup d'enfants qui arrivent dans nos centres et qui souffrent de malnutrition. Et certains d'entre eux sont très malades, ils ont d'autres comorbidités qu'il est très difficile également de distinguer par rapport à la tuberculose. Comme je le disais, en 2022, il y a ce traitement de l'OMS qui a été mis au point pour la détection de la TB chez l'enfant, pour que ça soit adopté par plusieurs pays, que ce soit adapté à la vie réelle. Et nous avons donc lancé chez MSF cette étude TB Algopède que nous avons démarrée en 2023 jusqu'à 2024 dans 5 pays et qui nous a permis de valider cet algorithme de décision thérapeutique, ce TDA. Alors, le premier objectif, c'est de valider cet algorithme chez les enfants avec MAS pour évaluer la cascade diagnostique et savoir comment réagir face à ces enfants. Et puis, deuxième critère de jugement,
également l'usage du test urinaire délocalisé, le TB-LAM, pour ces enfants qui sont négatifs pour le VIH et qui ont une malnutrition aiguë sévère. On sait qu'ils sont immunodéprimés, ces enfants. Et avec le TB-LAM ou le Fujilam, ce nouveau test, ça pourrait nous aider à détecter la tuberculose chez ces enfants qui ne sont pas positifs au VIH. Donc, c'était là le deuxième objectif. Cette étude TB-Algopède menée dans 5 pays, c'est une étude prospective diagnostique chez les enfants de moins de 10 ans qui ont été recrutés dans cette étude lorsqu'ils présentaient des signes et des symptômes de tuberculose pulmonaire au Niger, Nigeria, Sud-Soudan, Ouganda et en Guinée. Et pour ces enfants avec MAS, nous avons travaillé dans ces pays où nous avons beaucoup d'enfants qui se présentent avec une malnutrition aiguë sévère, dans ces 3 pays, Niger, Nigeria, Sud-Soudan. Et on a fait porter l'étude sur le TB-LAM dans 3 districts, plus en Ouganda, dans l'hôpital de référence, ainsi que dans des centres de santé ruraux. Donc chez ces enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère, mais qui sont négatifs pour le VIH. Voilà ici cet algorithme. Lorsque l'enfant présente des symptômes de tuberculose pulmonaire, on les rentre dans l'algorithme. Et comme ils sont tous des enfants MAS, on fait tourner le GeneXpert et également le TB-LAM pour ceux qui ont un VIH. Et puis on retrace les contacts. Et pour les centres où nous avons des radiographies possibles, on les fait passer et on utilise l'algorithme A, c'est-à-dire les signes, symptômes et la radio thoracique, et l'algorithme B pour ceux qui n'ont que des signes et des symptômes. Et si le score est de 10, on les démarre sous le traitement. Et si c'est moins de 10, on les revoit une semaine après et on les rescore. Donc, on suit le même algorithme que celui recommandé par l'OMS, c'est-à-dire radio, GeneXpert, TB-LAM. S'ils sont positifs au VIH, on les revoit à 7 jours, à 14 jours et également à 2 mois. Et puis, on fait un TB-LAM chez les enfants qui présentent une masse et qui sont négatifs au VIH. Et donc, on détermine, on fait un TB-LAM et un Fujilam aussi chez ces enfants. Et on n'utilise pas, cela dit, les résultats de l'essai parce que c'est en aveugle pour le médecin. Voilà les caractéristiques de la population. La plupart de ces enfants, vous voyez, ont moins de 2 ans et on a 2% qui sont atteints de VIH et à peu près 3% qui sont démarrés sous un traitement antituberculeux. Voilà les différentes étapes de l'algorithme dans ces 3 pays, Niger, Nigeria et Sud-Soudan. La plupart des enfants ont été testés avec GeneXpert parce qu'on en disposait et on a fait également le score de l'OMS, de l'algorithme de l'OMS. Mais la plupart de ces enfants ont eu des radios thoraciques au Niger, alors qu'au Nigeria, seulement 2,2% en ont eu et aucun au Sud-Soudan, parce qu'on n'a pas de radio disponible au Sud-Soudan. Et indépendamment des capacités de test, GeneXpert ou radio, on peut scorer les enfants grâce à l'algorithme. Et ça, c'est un résultat très important, car la principale raison de démarrage du traitement pour ces 245 enfants, on a utilisé pour 70% d'entre eux le score. Sinon,
On a eu le traçage des contacts et le reste, 8%, 8,6% avec le GeneXpert et 0,4 pour ceux qui ont été diagnostiqués avec le TB-LAM et qui étaient VIH, qui étaient séropositifs. Vous voyez ici la sensitivité de l'algorithme pour ces enfants avec MAS. 84% de sensibilité, 85% de spécificité. Les résultats pour le TB-LAM chez les séronégatifs avec MAS, 990 enfants ont été recrutés dans cette étude. La plupart d'entre eux avaient moins de 2 ans. Comme dans l'autre étude, l'exactitude du TB-LAM, le détermine TD-LAM, a une sensibilité d'environ 38% et une spécificité d'environ 64%, alors que pour le FIGILAM, on est à peu près à 10% de sensibilité, 11% de sensibilité et une spécificité de 96%. Donc une bonne spécificité. On utilisait la même norme de référence que dans l'autre cas. Pour conclure, on peut dire que dans les contextes, on a vraiment une grande précarité alimentaire. La mise en place de cet algorithme nous a permis, pour ces enfants avec MAS, de voir que on a surtout démarré le traitement sur la base du score clinique et clinico-radiologique, que l'on ait accès ou pas au GeneXpert et au radiothoracique. Et le TDA, cet algorithme, a montré une très bonne sensibilité et une spécificité acceptable. Et dans notre deuxième étude, chez les séronégatifs avec MAS, eh bien, on a vu que le Determine TB-Lab avait une faible spécificité. Et donc, on n'a pas des résultats qui appuient son usage, alors que le FIGILAM a une spécificité élevée et ça pourrait avoir un intérêt. Les impacts et les perspectives de cette étude. Eh bien, des effets très, très notables dans tous les pays où on a mené l'étude. On a fait une formation pour faciliter l'utilisation de l'algorithme dans plusieurs centres MSF et du ministère de la Santé. On a fait aussi des tables rondes au niveau national. Et cela, ça a eu des effets sur la pratique et l'appropriation de cet algorithme. Et ça a aussi débouché sur des changements politiques dans la plupart de ces pays où on a maintenant intégré ces algorithmes dans les recommandations nationales. Les perspectives, eh bien, nous pensons que ces algorithmes, on peut les utiliser dans des centres où on a un afflux d'enfants avec MAS, dans des centres nutritionnels. Ça peut être adapté à chaque contexte. À l'avenir, on aura sans doute d'autres tests TB-LAM urinaires qui pourraient être intéressants pour ces enfants pour diagnostiquer la tuberculose. Et je voudrais remercier nos partenaires qui nous ont aidés pour cette étude. Merci. Merci beaucoup. C'était très, très clair. Merci beaucoup, Dr Bachir. Je vais demander maintenant à Junomine de venir nous rejoindre. C'est le référent intersectionnel, radiologue MSF, et il travaille depuis 2011 avec MSF. Et ça fait 6 ans qu'il occupe ce poste. Il s'est intéressé à l'utilisation de ces outils de détection assistés par ordinateur et leur aide pour l'interprétation des radios. Il a participé à beaucoup de projets de recherche sur la tuberculose et il mène la recherche sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Merci, Juno. Alors, ce matin, je vais vous parler de notre étude. C'est la détection aidée par ordinateur pour le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant. Alors, nous savons que ce diagnostic est difficile chez l'enfant et la plupart de ces enfants avec tuberculose ne sont jamais diagnostiqués.
Les clichés thoraciques, évidemment, nous aident, mais ce n'est pas évident de les interpréter, ces clichés, pour les enfants. Et il est vrai aussi que ces pays où il y a une grosse prévalence eh bien, n'ont pas beaucoup de lecteurs expérimentés de clichés thoraciques, c'est-à-dire des radiologues. Et donc, cette nouvelle technologie de détection aidée par ordinateur peut déjà aider pour l'interprétation des clichés chez l'adulte, mais n'est pas recommandé chez l'enfant. En 2021, cependant, l'OMS a mené une évaluation indépendante de la DAO, de la détection assistée par ordinateur, et l'a recommandé pour le dépistage et le triage de la tuberculose pulmonaire chez les patients de plus de 15 ans. Et depuis, on a vu une explosion de son utilisation. On a des milliers de ces unités de DAO qui sont utilisées dans le monde entier. Chez MSF, on utilise la DAO depuis 2022 et nous avons mis en place cela dans 5 projets pour le dépistage de la tuberculose en milieu communautaire, pour aider les lecteurs humains, pour une détection active des cas, mais aussi dans les centres, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, cette technologie, on a ici un cliché numérique et la DAO peut être utilisée avec tous les systèmes qui utilisent le numérique. Donc, c'est un cliché analysé par la DAO et ça donne un résultat en moins d'une minute. Ça donne une cartographie thermique avec un score de 0 à 1. Pour interpréter ce score, il faut identifier ou sélectionner un seuil, par exemple 0,5, au-dessus duquel on envoie les patients pour un test de confirmation. Donc ici, on a un score très élevé, on a recueilli les crachats et on l'a envoyé au labo et la tuberculose a été confirmée chez ce patient. Alors pourquoi la DAO n'est-elle pas recommandée pour l'instant chez l'enfant? Eh bien parce que ces modèles de DAO sont entraînés sur les clichés thoraciques adultes et donc on n'a pas assez de jeux de données thoraciques de bonne qualité chez l'enfant. Et l'aspect de la tuberculose est différent chez l'enfant. On a 2 exemples ici à droite. On voit ici à quoi ça ressemble chez l'adulte. C'est tout à fait classique comme cliché. En dessous, chez l'enfant, vous voyez qu'il y a de grosses différences dans l'aspect sur la radio. On a donc entraîné la DAO sur les clichés adultes et donc ça ne marche pas bien pour les enfants. Et en plus, il n'y a pas assez d'études qui évaluent la performance de la DAO chez l'enfant. Alors, pour justement s'intéresser à cette lacune, nous avons conçu une étude pour évaluer la performance de la DAO chez l'enfant avec 4 sites, la Guinée, le Niger, le Nigeria et l'Ouganda, et avec une cohorte d'enfants de moins de 10 ans présentant des symptômes de tuberculose avec un cliché thoracique et des scores DAO valides. Pour la radio, on utilise seulement le cliché de face en format numérique. Ça peut être un format DICOM, c'est la meilleure qualité, le JPEG, ou dans certains sites, on a encore des radios classiques et donc on a pris une photo du cliché analogique. Pour la DAO, on a utilisé la version 4.2.1 du QXR qui est optimisée pour la tuberculose pédiatrique et nous avons utilisé aussi comme témoin une interprétation par radiologue expérimenté avec un consensus de 3 lectures indépendantes. Voilà les caractéristiques de ces enfants, 665 d'entre eux qui ont été inclus dans l'étude. Vous voyez qu'on a un âge médian qui est assez jeune. Il y en a les 3 quarts qui ont une masse. Vous voyez que seulement 13, donc 2% seulement de la cohorte, a été confirmée en laboratoire pour la tuberculose et c'est tout à fait en concordance avec ce qu'on lit dans les articles. Pour la performance de la DAO,
vous voyez ici cette zone sous la courbe qui évalue la sensibilité sur l'axe vertical et le taux de faux positifs en horizontal. Et nous avons tracé la courbe pour chaque seuil de score. Par exemple, un score de 0,65, 655. Vous voyez ici la spécificité. On a mesuré la valeur sous la courbe entre 0 et 1. En général, quand on est au-dessus de 0,8, c'est utile sur le plan clinique. Et donc, sur toute notre cohorte, on a eu une zone sous la courbe de 0,76. Donc, la DAO montre une performance correcte. C'est pas super, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est un peu moyen. Voilà ici sur les 4 sites, les 4 pays. Et vous voyez les valeurs de la zone sous la courbe, ou AUC, on est entre 0,68 et 0,87. C'est difficile, cela dit, de les comparer parce qu'on a quand même des caractéristiques de population assez marquées, des différences assez marquées. Cela dit, de manière générale, les sites qui ont la meilleure qualité, Nigeria et Ouganda, ont présenté une meilleure performance avec une AUC de 0,8 ou même supérieure. Alors, quels sont les défis? Eh bien, la qualité des images. On sait que ça affecte le score DAO, mais aussi l'interprétation par les humains. Et il y a 2 aspects à la qualité. D'abord, le format de l'image. Et ça peut être aussi des facteurs techniques, par exemple le positionnement du patient. Pour l'illustrer, voilà ici 4 cas confirmés sur le plan bactériologique. Et on voit des clichés qui suggèrent une tuberculose pulmonaire. Donc, normalement, le score DAO devrait être très élevé. Et vous voyez, en revanche, que c'est très différent, de 0,88 à 0,09. Mais les 2 à droite, eh bien, ce sont des photos de clichés classiques et donc la qualité n'est pas très bonne. Et je crois que la qualité de l'image explique en partie pourquoi on a une telle différence dans les scores DAO. Et puis, deuxième problème, la DAO a du mal à détecter les ganglions lymphatiques. Et ça aussi, ce n'est pas évident pour les lecteurs humains. On a ici à droite 2 cas confirmés et on voit que l'on a ici une adénopathie tout à fait évidente. On aurait dû avoir une DAO très élevée, mais le score pourtant est inférieur à 0,2. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Les clichés de profil, la plupart des produits, des logiciels de DAO ne permettent pas de les utiliser. Or, c'est très important pour la tuberculose pédiatrique et c'est recommandé par l'OMS. On a aussi le problème des normes de référence qui ne sont pas correctes. On a une variabilité entre lecteurs. On utilise aussi des taux on a aussi un faible taux de cas confirmés en laboratoire. Et donc, et ça, c'est important d'avoir cette confirmation par le laboratoire. Et puis, autre problème, interprétation de ces résultats. Comment est-ce qu'on utilise le score pour conduire la prise en charge? Chez l'adulte, on l'utilise pour envoyer au test, mais on sait que les tests de laboratoire vont sans doute revenir négatifs chez l'enfant. Alors, qu'en fait-on de ces résultats DAO? C'est prometteur. Pour l'instant, ce n'est pas mature pour une utilisation clinique. Et il y a des défis aussi, tels qu'il faut améliorer les jeux de données de clichés thoraciques. Il faut aussi mieux détecter les ganglions lymphatiques. Il faut avoir une meilleure qualité d'image, aussi avoir la possibilité d'utiliser des clichés de profil. Donc, il faut des améliorations.
Et à ce moment-là, la DAO pourrait avoir un rôle significatif pour améliorer le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant, pour venir aider les lecteurs qui ne sont pas experts. Merci, et je voudrais remercier l'équipe qui a mené cette étude. Thank you very much, Juno. Merci beaucoup, Juno. So we're moving away from diagnosis to treatment. Alors, on passe maintenant au traitement. Ça aussi, ce n'est pas évident. Et je vais vous présenter deux orateurs. Déjà, Danica Galvan, qui a une formation en santé publique et développement communautaire et beaucoup d'expérience en matière de recherche et de gestion des données. Elle occupe actuellement le poste de responsable de la recherche médicale chez MSF Philippines, où elle participe depuis 2022 au projet global de lutte contre la tuberculose, et j'ai collaboré avec elle. Et elle a également fait des études sur la détection assistée par ordinateur. Et notre deuxième orateur est en ligne. C'est le docteur Cecilia Akatukwasa. Elle est en Ouganda. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. C'est une spécialiste en santé publique. Elle est à Mbarara, également chercheuse en sciences sociales et comportementales. Et elle a fait de la recherche qualitative en Ouganda. Elle est également chercheuse senior à Mbarara. Elle a participé à l'évaluation des algorithmes pour l'étude Algopède. Elle a également une spécialité sur la prise en charge en oncologie pédiatrique. Alors, peut-être qu'on peut vérifier si Cecilia nous entend. Et si c'est le cas, on va passer la parole à notre premier orateur. Merci. C'est donc cette évaluation du schéma thérapeutique sur 4 mois aux Philippines et en Ouganda. La tuberculose reste la principale cause de mortalité chez l'enfant. 96% des cas de décès par tuberculose sont des cas qui n'ont pas été traités. Donc, on a initialement eu des traitements de 6 mois, mais à la suite des résultats de l'essai SHINE, l'OMS a recommandé d'avoir un schéma thérapeutique de 4 mois chez les enfants âgés de 3 mois à 16 ans qui n'ont pas une forme sévère de tuberculose pharmacosensible. Ce schéma a porté ses fruits, mais on a eu une mise en œuvre limitée et donc il faut en tester l'acceptabilité et la faisabilité. Et comme je le disais, très souvent on n'a pas de clichés thoraciques disponibles dans ces contextes, ou alors ils sont difficiles à interpréter. Avec cette diapositive, on voit les critères d'éligibilité de l'OMS pour ce schéma de 4 mois. Côté clinique, il ne faut pas que les enfants nécessitent une hospitalisation, il ne faut pas qu'il y ait des signes de mise en danger ou qu'il y ait un VIH. Sur le plan nutrition, il ne faut pas qu'il y ait une malnutrition sévère aiguë et à ce moment-là, ils sont éligibles. Et il faut que les gènes experts soient négatifs ou qu'il y ait une charge bactérienne faible sur plaque. Et si on a une radio, il faut que ce soit une tuberculose limitée de moins ou égale à 1 lobe, sans cavité, sans obstruction des voies respiratoires et qu'on n'y ait pas de ganglions lymphatiques compliqués ou d'épanchement pleural. Alors, à ce moment-là, on a la possibilité de faire cette cure de 4 mois et c'est donc cette étude que nous avons menée pour évaluer
sa possibilité, avec aussi une évaluation pour les enfants et les adolescents, avec une étude dans 2 sites avec un fardeau élevé de tuberculose, à Tondo aux Philippines. C'est une zone urbaine, et en Ouganda, où on a beaucoup de tuberculose. On a conduit l'étude à Mbarara, qui est une zone à la fois rurale et urbaine. Nous avons eu une méthode mixte pour cette étude chez les enfants avec tuberculose pulmonaire. En Ouganda, ce sont des enfants de moins de 10 ans qui étaient déjà inclus dans l'étude Algopède. Aux Philippines, on a inclus des enfants de moins de 16 ans selon les recommandations de l'OMS. Et pour l'évaluation qualitative, on a inclus des patients, les soignants, les professionnels de santé. Et pour les données qualitatives, on a eu des discussions en groupe avant la mise en œuvre et aussi des entretiens approfondis pour voir ce qui ça avait changé, ce traitement sur 4 mois. Pour le côté quantitatif, on a suivi les enfants à la semaine 2, le mois 2, le mois 4 et le mois 6. Évaluations cliniques qui ont été faites au moment des contrôles avec des décisions thérapeutiques qui étaient examinées. On va maintenant s'intéresser à la qualité aux résultats qualitatifs. Oui, donc description de cette mise en œuvre. Cette étude qualitative a été menée aux Philippines et en Ouganda. Aux Philippines, c'est une étude dans 10 centres de santé primaire et les directives nationales avaient déjà été publiées à l'époque, mais pas encore mises en œuvre. Et d'ailleurs, le secteur privé n'avait pas encore été impliqué. On a eu une formation menée par MSF aux Philippines avec le docteur Zanacez et la formation est encore en cours avec le ministère de la Santé au Ouganda. L'étude a été menée dans 2 centres de santé primaire dans la zone rurale et également dans l'hôpital de référence régional. Et les recommandations nationales n'avaient pas été publiées à l'époque, donc on s'est basé sur celles de l'OMS. MSF a assuré la formation sur 4 jours et on a une formation en cours par le ministère de la Santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qu'en est-il de la faisabilité, la capacité à évaluer la sévérité à la fois aux Philippines et en Ouganda? Des critères très clairs d'éligibilité ont été établis avec ou sans radiographie. MSF a dispensé des formations aussi et il y avait des formulaires pour les rapports sur les cas et puis des systèmes de radiographie grâce à l'aide de MSF et de partenaires locaux ont été mis à disposition. Mais au niveau de la disponibilité, les possibilités d'accès, il y avait certaines difficultés aux Philippines avec des sites reculés. En Ouganda, il y avait des centres de santé assez éloignés aussi dans les 2 sites, en Ouganda et aux Philippines. Il y avait beaucoup de turnover parmi les personnels et des transferts de personnel qui créaient des ruptures dans les soins. L'acceptabilité pour les Philippines, il y avait des problèmes liés à l'évaluation de la sévérité basée sur la radiographie, des problèmes au niveau de l'interprétation et les critères pour évaluer cette sévérité n'étaient pas clairement établis. Et puis un problème de durabilité, car on ignorait si les partenaires allaient continuer de fournir l'accès à ces appareils de radiographie. En Ouganda, on a dû évaluer la sévérité en l'absence de radiographie
Et on a donc comparé l'efficacité d'un traitement de 4 mois avec le traitement de 6 mois. Ça a été facile à intégrer. Et on a continué l'observation des patients, leurs réactions et les in case the 4-month résultats, regimen did not work, bien sûr. as well as providers looking at positive patient outcomes, as well as reactions regarding the shorter regimen. Next Donc slide, please. la durée d'observation. Overall, the providers mentioned benefits of the shorter regimen, which included improved patient, included health outcomes, improved health outcomes, as well as reduced caregiver burden and reduced health system burden. As one provider from the Philippines presented in this court, that shorter regimen improves adherence, cost effectiveness, reducing the length of treatment, and can lower overall health costs, enhance quality of life. Shorter treatment can minimize the impact of disease and the treatment on a child's daily life. This was from a health worker in the Philippines. Thank you, Cecilia. Moving on to the quantitative results. A total of 214 children were enrolled in the study. Children enrolled in Uganda were younger, with a median age of 1.9 years compared to 5.8 years in the Philippines. On chest X-ray availability, also the participants in the Philippines were able to undergo chest X-ray, while in Uganda, it was available for only around 56% of the study participants. On the eligibility for the 4-month regimen, nearly 86% were initially assessed as eligible in the Philippines, whereas Uganda only half met eligibility criteria. This slide presents the non-mutually exclusive reasons why children required the standard 6 months. Severe acute malnutrition was higher in Uganda, affecting 25% compared with only 3.5% in the Philippines. Hospitalization also differed substantially, as no children in the Philippines required hospitalization at baseline, while almost 35% in Uganda did. On the radiological findings, 15 had findings of severe TB. Among this, the findings were non-mutually exclusive, with some children having more than one abnormality on chest X-ray. Lung opacity greater than or equal to 1 lobe was the most opacité pulmonaire plus importante ou sur un lobe au moins, c'était le résultat le plus commun avec un épanchement pleural aussi. Là, on compare la sévérité évaluée cliniquement et radiologiquement sur 182 enfants. 6 enfants ont été reclassifiés comme non éligibles pour ce régime de traitement plus court. Enfin, on a étendu, allongé le traitement de 4 à 6 mois uniquement aux Philippines et chez 7 enfants seulement. Les raisons, eh bien, il y avait ce qu'on découvrait à la radio, diagnostic de pneumonie acquise dans la communauté, symptômes tuberculo-persistants avec toux et perte de poids pendant les consultations de suivi. 95% des participants ont pu terminer leur traitement. Donc autant en Philippines qu'en Ouganda, on a pu démontrer que le régime de traitement de 4 mois pouvait être mis en œuvre avec succès, même sur des terrains aux ressources limitées. Mais cela repose beaucoup sur une bonne formation, la capacité à évaluer la sévérité, il faut qu'elle soit meilleure, l'écosystème des partenaires, il faut qu'il soit fiable, des recommandations, elles doivent être claires. La plupart des enfants ont été éligibles au traitement de 4 mois et on a pu bien évaluer cela grâce à l'aide de la radiographie aussi. Une petite proportion d'enfants ont eu besoin de rester sur le traitement de 4 mois. Mais on voit bien que c'est très prometteur, ce traitement plus court, et ça réduit la charge sur les systèmes de santé et sur les familles. Je tiens à remercier les participants à l'étude, nos partenaires et les institutions qui nous ont prêté main forte. Thank you very much, Cecilia. And merci beaucoup, Cecilia. Merci. Et Danica. Présentateur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a des gens très connus dans la salle. Malgré tout, je vais leur demander de se présenter avant de poser les questions. Oui. Saïd Aberan, médecin microbiologiste. Ma question, c'est pour le docteur Bachir. Est-ce qu'il a testé les tests IGRA pour les enfants malnutris? Helena, what was the question, Helena? Quelle était la question alors, Elena?
About IGRA, OK. IGRA. Sur IGRA. Non, on ne s'est pas servi de ce test dans notre étude. C'est trop cher, Saïd. So the question was, do we use IGRA? Ouais. Donc la question c'était est-ce qu'on s'est servi de IGRA? Because La raison est probablement le prix. it's a test for TB infection, IGRA. My question is also for Dr. Bashir. Sorry. Ma question s'adresse aussi au Dr Bashir. Je suis Johanna. Je dirige le groupe pédiatrique. Merci Dr Bashir pour ce beau travail très important, cette belle présentation. D'abord, quelle proportion de patients présentant un kwashiorkor et cela impacte-t-il les résultats? Deuxième question, la temporalité cliniquement et chez les enfants malades atteints de masse, de malnutrition aiguë sévère. C'est difficile d'établir le score. Est-ce que vous avez dû adapter, non pas les algorithmes, mais le timing de cette évaluation des scores chez les enfants? La temporalité. Okay, thank you for your questions. Merci pour vos questions. Pour ce qui est du kwashiorkor et du marasme, on a une très petite, très faible population d'enfants atteints de kwashiorkor, mais je ne crois pas que cela se traduise par des différences au niveau de l'hospitalisation. Pour ce qui est du cadre temporel pour le scoring, dans notre étude portait sur le Nigeria, le Niger et le Soudan du Sud. Donc on a réalisé cette partie de l'étude à différents moments en fonction du contexte. Il y avait donc l'influence de l'acceptabilité évaluée par les cliniciens. On avait des seuils élevés de TB suspectés chez ces patients. En fait, on démarrait très vite le traitement dans ces cas-là, mais si on avait un seuil de suspicion plus faible, on retardait l'initiation du traitement. Mais en tout cas, on commençait dans l'espace d'une semaine de manière à traiter d'autres comorbilités, parce que beaucoup d'enfants étaient très malades. Mais au Niger et au Soudan du Sud, on a fait les scores le premier jour, mais la décision des cliniciens nous a aidés. Même quand le score est supérieur à 10, le clinicien a le droit de dire non, je veux examiner l'enfant et attendre une semaine, même si le score est supérieur à 10. Question de Marilyn. Tu es autorisée à ne pas te présenter, Marilyn. OK, merci. So thank you very much for the great presentation. Merci pour cette belle présentation. Un commentaire et une question concernant les clichés radiographiques. La question s'adresse à Juno. Malgré tous les problèmes, en plus de tous les problèmes liés à l'interprétation des clichés thoraciques, un des principaux obstacles, eh bien, c'est l'accès. La plupart des centres de santé où les TDS sont censés être utilisés pour décentraliser les soins pédiatriques, ils n'ont pas accès à des appareils de radiographie. Et puis le programme national TB ne couvre pas le coût des radios. Donc, il y a quand même de gros problèmes d'accès. Un commentaire sur la troisième présentation. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'OMS, à cause de ce problème de difficulté d'accès, d'obstacles, et cet essai chez les enfants, ils utilisaient comme critère le cliché thoracique. Mais en fait, voilà pourquoi les experts ont développé une méthode sans radio. Et puis, avec deux cohortes différentes pédiatriques, on a évalué la performance avec et sans cliché thoracique selon les recommandations des experts et on compare avec les critères établis par l'étude SHINE et on a trouvé une très faible spécificité. Il y avait beaucoup de surtraitement avec des traitements de courte durée chez les enfants et qui, sur la base du cliché, n'auraient pas été éligibles au traitement. Donc, cette cohorte algopède, je pense qu'il faudrait refaire l'exercice en comparant avec et sans radio. Et puis, question à Juno, dans ta cohorte, 78% des enfants présentent une masse et les enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère, ils présentent des clichés radiographiques très particuliers, comme une TB avancée. En quoi ça a pu affecter les résultats au niveau de la performance et puis au niveau de la représentation
représentativité pour savoir si on doit généraliser cela au niveau présentif. Et puis, chez les adultes, c'est évalué pour le dépistage et là, vous avez 86% de sensibilité, ce qui n'est pas trop mal pour un dépistage. On ne parle pas pour les diagnostics, là. Merci pour ces deux bonnes remarques. Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières par rapport à la radiographie, les coûts, et puis la qualité aussi des clichés radiographiques et les problèmes d'interprétation. Par exemple, on a des sites qui ont des clichés radiographiques d'assez mauvaise qualité. Donc même s'ils ont accès à un appareil radiographique, parfois on a décidé de ne pas s'en servir comme critère parce que ce n'était pas assez fiable, pas assez de bonne qualité. C'est vrai que toutes ces barrières, tous ces obstacles existent. On essaie de travailler là-dessus avec les recommandations de l'OMS. Il faut davantage de ressources pour améliorer l'accès, former les médecins radiologues pour qu'ils améliorent leur performance et les cliniciens. La question sur la malnutrition aiguë sévère, la masse, très bonne question. Je n'ai pas vu beaucoup de traces de différence entre les clichés des enfants avec ou sans masse. Mais quand on regarde la ventilation entre les différents pays, il y a de grosses différences dans les caractéristiques démographiques. En Ouganda, population pédiatrique générale, alors qu'au Nigeria, la plupart des enfants présentaient une masse. Donc, pour établir des comparaisons entre les pays, bon, c'est un peu hasardeux, difficile. Mais je suis sûre que des différences vont apparaître au fil et à mesure que les recherches se poursuivent sur des points plus précis. Chez l'adulte, ce qu'on a constaté, c'est que la détection assistée par ordinateur, le DAO ne fonctionne pas très bien, notamment quand il présente un VIH. Parfois, c'est normal, mais parfois, il y a vraiment des différences. Et la DAO ne fonctionne pas très bien aussi chez les sujets qui ont eu une TB antérieurement. Et on va découvrir de plus en plus de ces facteurs susceptibles d'avoir une influence sur la performance et les résultats de la DAO. Merci pour ce commentaire. Oui, c'est vrai que c'est difficile, les problèmes d'accès, mais pas seulement l'accès aux appareils radiographiques, mais leur disponibilité. Parfois, on a l'accès, mais il y a le problème de la qualité des images, des clichés, qui est médiocre, et ça rend encore plus difficile l'interprétation, notamment chez l'enfant. Mais comme on l'a vu dans notre étude, seule une toute petite proportion d'enfants sont passés au traitement de 4 mois uniquement sur la base du cliché radiographique. Et en Ouganda, on a pu évaluer la sévérité et l'éligibilité pour le traitement à 4 mois, sur 4 mois. Merci. Mohamed Douchi, je viens du Niger. Donc, ce sont des belles études, mais quand même, nous, en 2008 déjà, quand on était à MSF, c'est toujours le score pour diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. En tout cas, malgré l'état de ces études, je trouve que le TB-LAM n'a pas une bonne sensibilité, y compris le FUJILAM aussi, la spécificité est bonne, mais la sensibilité ne l'est pas. Ça reste toujours le score pour diagnostiquer la tuberculose chez les enfants. Et encore, que c'est la tuberculose pulmonaire, ayant travaillé sur ces projets, il y a beaucoup de tuberculoses qui ne sont pas pulmonaires, qui sont ganglionnaires, qui sont osseuses et qui sont sous-diagnostiquées. Ma question donc s'adresse à Bachir. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui sont dans le pipeline pour le diagnostic de cette maladie chez l'enfant en particulier? Parce que je ne veux pas dire que c'est de bons résultats, mais ça ne réglera pas le problème. Il y aura toujours des cas qui sont sous-diagnostiqués. Est-ce qu'il y a des moyens de sensibilisation qui sont mis en place pour encourager les praticiens à utiliser ce score-là? Parce que c'est surtout ça, des fois, qui fait que les cas sont sous-diagnostiqués. Merci. Okay, thank you for your question. Merci pour votre question. Vous avez vu dans notre résultat que le TB-LAM présente une faible sensibilité, et FUJILAM, c'est l'inverse.
Donc, à partir de nos résultats, nous ne recommandons pas d'utiliser le Fujilam, mais c'est quand même un test qui présente une bonne spécificité. Mais le TB-LAM, on ne supporte pas son utilisation chez les enfants séronégatifs, mais c'est déjà recommandé par l'OMS chez les enfants qui sont VIH négatifs. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des tests urinaires TB-LAM qui seront de meilleure qualité, avec une meilleure spécificité et une meilleure sensibilité. Mais sur la base de nos résultats actuels, on ne peut pas encourager la généralisation de son usage chez les enfants séronégatifs. Concernant la sensibilisation pour utiliser ce score, comme on l'a dit dans la présentation, on a réalisé plusieurs formations sous les auspices de MSF dans les hôpitaux où on a intégré les algorithmes dans les soins, notamment dans les centres de nutrition thérapeutique. Et puis, on a prévu de disséminer les résultats afin de sensibiliser davantage dans les différents pays et projets et à l'échelle internationale aussi. Yes, for extrapulmonary TB. Oui, pour la TB extrapulmonaire, ces recommandations de l'OMS portent surtout sur la TB pulmonaire. Et pour la TB extrapulmonaire, généralement, ça se diagnostique de manière clinique. Et dans notre étude, nous n'avons pas réalisé cette évaluation. Mais on recommande, et bien ce qui est recommandé dans les textes, d'utiliser de la méthode clinique de diagnostic. Et si vous avez des facilités de tests bactériologiques, oui, mais en tout cas, l'étalon d'or pour l'instant, c'est le diagnostic clinique. En ligne, aussi des questions en ligne de Moutembi du Gabon. Au Gabon, nous avons un vrai challenge en termes de TB tuberculose pédiatrique, 4% en 2025. Comment pouvez-vous, Épicentre, nous aider pour améliorer nos chiffres en tuberculose pédiatrique? Je fais référence à Épicentre MSF dans ma sollicitude d'aide. Alors, depuis 40 ans, quand on a ces questions, on fait ça. Merci pour la question. I think this study really helps. Merci pour la question. Je crois que cette étude renforce l'utilité de ces algorithmes d'aide à la décision, mais ça ne peut pas être mis en œuvre sur tous les terrains. Et ça améliore bien sûr le nombre d'enfants diagnostiqués. Ça apparaît clairement dans nos résultats et dans nos programmes quand on regarde le nombre d'enfants chez qui on a diagnostiqué une TB en 2025. Donc ça fonctionne. Bien sûr, il faut un renfort des capacités important et nous sommes toujours heureux de partager nos expériences et on contribue aux revues de l'OMS des méthodes de diagnostic de la TB chez l'enfant. Donc ça a un impact. Mais j'encourage vraiment tous les pays, notamment à cette époque où le paysage humanitaire change beaucoup et où les fonds diminuent. C'est une excellente manière d'augmenter le nombre d'enfants diagnostiqués et à un coût abordable. Donc je ne peux que l'encourager. Moutembi pour la question. Okay, hi, Craig Tipple, I'm the medical director at DNDi. Directeur médical chez DNDi. Question pour Juno à propos de la DAO, un outil très puissant. Dans tes conclusions, tu nous as dit que tu avais besoin de plus d'images pour entraîner l'outil. Comment tu vas trouver ces images et plus largement, comment est-ce qu'on peut recueillir davantage de clichés pour former et faire apprendre ces machines? Et quel est le rôle de MSF, Épicentre et DNDi pour être sûr qu'on a suffisamment de clichés pour entraîner nos machines et les rendre performantes? Yeah, that's a really good question and a very Oui, excellente question, très pertinente. Yeah, in terms of pediatric data sets, there are Pour ce qui est des jeux de données pédiatriques en matière de TB, il y a deux consortiums qui collaborent entre eux. Ce sont des instituts académiques, universitaires, avec des organisations comme FIND, qui depuis plusieurs années développent ces jeux de données de clichés pédiatriques pour la TB chez l'enfant. Beaucoup de progrès ont été réalisés et ces jeux de données vont être mis à disposition du public, enfin publiquement ouverts à tous d'ici la fin de l'année, ou du moins dans un avenir très proche.
L'idée, c'est de partager cela avec les développeurs aussi pour développer de nouveaux produits DAO pour l'enfant et de tester ceux qui sont les appareils actuellement disponibles, les logiciels actuellement disponibles. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières années sur la contribution, sur le fait que MSF puisse fournir des données. Quelques progrès ont été réalisés grâce à Cathy notamment. Il y a des images qui ont été partagées avec ce consortium en question, mais des accords ont été signés pour qu'on puisse les utiliser à titre de test, mais pas les partager avec des entreprises à but lucratif, à moins de signer un contrat en ce sens. Donc, il y a beaucoup de débats, de discussions en coulisses. J'étais chez OCB l'autre jour, on a parlé de la même chose avec le directeur médical. Donc, on travaille sur la question, mais il faut être très prudent avec ce qu'on fait des données des patients, des données personnelles, avec la prévalence du VIH aussi. Et puis, il y a des utilisations malveillantes de ces données qui peuvent être faites. Donc, on veut protéger les patients, leurs données. On travaille avec le service juridique de MSF dans ce sens. Pour partager de manière responsable et sûre les données, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que ça va bénéficier à tout le monde, aux chercheurs, à MSF, aux patients. Mais pour ça, il faut vraiment le faire correctement et avec des garde-fous appropriés. Une dernière question, rapidement. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir des clichés radiographiques de bonne qualité sur nos projets? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'abord, sur beaucoup de nos projets, on se sert du traitement du film à l'ancienne, qui est obsolète, alors que maintenant, le traitement est digital, numérique, uniquement numérique. Et donc, la qualité déjà diffère à ce niveau-là. Et puis, les radiologues et les techniciens qui prennent les clichés, souvent, ils n'ont pas la formation nécessaire. Ce sont des infirmiers ou d'autres personnels médicaux, mais qui n'ont eu qu'une formation très rudimentaire sur la manière de prendre ces clichés. On n'insiste pas assez, là encore, sur la qualité. Et puis, une autre entrave, je crois. Les enfants. Vous savez, c'est difficile d'obtenir des images de bonne qualité chez l'enfant parce qu'il n'arrête pas de gigoter, il respire quand il ne faut pas, il chouine, il pleure. Donc, c'est difficile de faire de bons clichés radiographiques, thoraciques chez l'enfant, alors que l'adulte va accepter de ne pas bouger, de ne pas respirer, etc. Donc, et on essaie de surmonter ces difficultés l'une après l'autre. Merci, Juno. Je vais remercier les présentateurs, présentatrices, et puis le travail fait par toutes les équipes pour mener ces études, préparer le travail de préparation également pour cette journée, et souligner toujours encore la qualité des présentations, le respect du temps. Je vois Alain Morène devant moi qui est probablement à l'origine de tout ça. C'est resté dans les murs. Voilà, c'est comme les grandes équipes de foot, ça continue quels que soient les membres de l'équipe. Voilà, merci à tous.